Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va aborder un sujet particulièrement important, à savoir comment utiliser une piste de référence. Une piste de référence, c'est un mix, une chanson d'un artiste connu dont on sait que la production est de qualité, qu'on va utiliser pour comparer notre propre travail de mix et de mastering. Même les ingé-sons les plus expérimentés vont utiliser des pistes de référence durant leur travail de mix. Il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Alors, on va voir ensemble comment créer la piste de référence, comment l'importer, l'intégrer correctement à notre session de mix. Puis on va voir comment on l'utilise durant les différentes étapes de mix. Si vous suivez les conseils que je vais vous donner durant cette vidéo, je peux vous garantir que vos productions, vos mix vont drastiquement gagner en qualité. Alors, premièrement, comment on crée la piste de référence? Parce que de nos jours, on est tous sur les services de streaming. On n'a pas toujours les versions physiques, là, CD, qu'on peut importer. Même, on n'a pas souvent là, des lecteurs CD, point à la ligne. Là. Fait que donc, moi, la façon la plus courante que je vais faire, c'est vraiment d'aller sur iTunes. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver la plupart des artistes connus sur iTunes. Puis, premièrement, le choix de la piste de référence, c'est important que ça soit une musique qui est cohérente avec la production sur laquelle vous travaillez. Hein. Fait que moi, je demande souvent aux gens avec qui je travaille de me donner des références. Puis, je vais aller sur iTunes, puis ça coûte $1. Je vais acheter la piste, le single le plus connu de l'artiste et je vais, à ce moment-là, la télécharger sur mon ordinateur. C'est la première étape qu'on va faire, c'est qu'on achète notre référence, on choisit bien notre référence, encore une fois, pour que ça soit cohérent, et on va l'acheter. Ensuite de ça, on va aller dans Edit, je vais aller dans Préférences, et on va aller dans Import Settings. On va s'assurer d'être en Wave Encoder. Dans les settings, ici, on va dans Custom. Si notre session est en 44.1, on met ça en 44.1. Si notre session est en 48, on met ça en 48. Si vous êtes en 88.2, mettez ça en 44.1 et en 96 en 48. Moi, généralement, mes sessions sont en 44.1. Le sample size, on le met au plus élevé qui est le 16 bits. On peut laisser le channel à auto. Ça va être en stéréo d'une manière ou d'une autre. On fait OK. Une fois que c'est fait, on va aller justement sur notre album. Puis là, je l'ai fait d'ailleurs une première fois. C'est pour ça que vous avez là, les deux versions. On va le faire avec une deuxième chanson. On va cliquer sur Scott. Et puis, ça, d'ailleurs, en passant, c'est le EP que j'ai releasé avec Sheen dernièrement. Super album, hein? Allez jeter une oreille là-dessus. Vous avez ça sur tous les sites là, de streaming et évidemment sur Bandcamp aussi. On va revenir à Bandcamp. On va aller dans File, Convert et on fait Create Wave Version. Là, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que si on vient sur notre ordinateur dans musique, là, je suis sur PC, ça va être à peu près la même chose sur Mac. On va dans notre fichier de iTunes Media, musique. On va retrouver justement les albums qu'on a physiquement téléchargé là, sur l'ordinateur. On va aller dans Scott. Et puis là, vous voyez, j'ai des versions M4A. Et puis, pourquoi je n'ai pas utilisé la version M4A? C'est parce que Cubase n'importe pas les versions M4A, tout simplement. Peut-être que le logiciel que vous utilisez peut importer directement les M4A. Si c'est le cas, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Je serais curieux de savoir quels logiciels vont être capables d'importer. Probablement Logic doit le faire, mais je serais curieux de savoir si Reaper, Live Ableton ou Pro Tools peut importer les M4A. Moi, je dois convertir en Wave. Fait que là, vous voyez, j'ai une version de Harlan que j'avais convertie, mais ce qu'on vient tout juste de convertir ici, on l'a en Wave 16 bits 44.1. C'est ce qu'on va utiliser comme référence. Une autre façon, évidemment, de le faire, hein, c'est d'aller sur le Bandcamp de l'artiste, parce que quand on est sur Bandcamp, on va avoir les versions Wave, haute résolution, les FLAC, les MP3, mais c'est très rare qu'on va trouver des gros artistes connus. Fait que c'est pas tout le monde qui va être sur Bandcamp, mais si vous trouvez votre référence sur Bandcamp, allez sur Bandcamp, parce que là, vous allez pouvoir télécharger la version dans la meilleure qualité. Parce que iTunes, c'est du 256 kbps. C'est pas l'idéal parce que c'est un fichier qui est un peu compressé en termes de qualité, mais ça va faire la job. Faut pas virer fou avec ça. Fait qu'une fois que c'est fait, on va l'importer, l'intégrer à notre session de mix. Pour la session de mix, ce qui est important de dire là, avant d'importer la référence, c'est que moi, je vais toujours faire passer l'ensemble des pistes par des pistes groupes, puis par des pistes des mix boss. Autrement dit, je vais pas faire mon mastering, je vais pas mettre de traitement sur le stéréo out, ou à savoir le master out. Fait que si vous avez un master out dans votre logiciel, que ce soit Cubase, Logic, ne mettez pas vos traitements dessus parce qu'on ne veut pas avoir d'effet sur le master out. Fait que là, moi, j'ai tous mes sous-groupes ici. Ça, c'est vraiment important de prendre le temps, généralement, d'envoyer les différents éléments dans des pistes sous-groupes. On va y revenir là-dessus parce que ça va nous aider dans le processus, justement, de travail de mix. Et puis, toutes ces pistes de sous-groupes-là, je les envoie dans un Mixbox stéréo. J'ai une compression parallèle. Là, je passe rapidement. Si vous avez des questions, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Et puis, ces deux pistes-là, je les envoie dans un Mixbox. C'est sur ce Mixbox-là que je vais avoir, généralement, mon limiteur, mes derniers traitements qui vont vraiment finaliser. Mais
sur mon stéréo out, j'ai absolument rien. C'est super important pour la suite, ce petit détail-là. Alors, on va aller importer notre piste, notre référence. On va faire tout simplement un import audio. On va aller justement dans musique, iTunes Media, où on était il y a quelques instants, Sheen la machine et Scott. On va aller chercher, disons, Arlan, où on pourrait aller chercher la piste justement qu'on vient tout juste de convertir en 16 bits. Et on importe ça dans notre session. Je l'ai ici. Et là, on va premièrement commencer, on va la muter, on ne veut pas évidemment que ça joue pendant qu'on travaille, mais comment maintenant on va l'utiliser maintenant que c'est importé? Puis encore une fois, c'est important de dire que ma référence va aller directement dans mon stéréo out, ça ne passe par aucun effet, aucun traitement, c'est super important. Premièrement, notre piste de référence, lorsqu'on débute notre travail de mix, c'est toujours important de prendre un temps pour juste écouter notre référence. Ça, moi, j'appelle ça là, la calibration de nos oreilles. J'en ai déjà parlé dans le passé, puis là, je vous en reparle, parce que d'un jour à l'autre, lorsqu'on se lève le matin, on peut être plus fatigué, moins fatigué, on peut avoir bu beaucoup trop de café, on peut avoir fait la fête la veille, ce qui fait qu'on entend moins les autres. Bref, d'une journée à l'autre, notre perception change. Fait que c'est important d'écouter notre piste de référence pour vraiment juste se mariner dans notre référence qui nous permet de calibrer nos oreilles. C'est comme ça, généralement, qu'on débute notre travail de mix. C'est vraiment important de, encore une fois, calibrer nos oreilles. Une fois que c'est fait, on va débuter notre travail de mix, on va faire notre balance de volume, on se garde quand même beaucoup de marge de manœuvre. Et en cours de route, on peut prendre le temps de revenir à notre référence, d'écouter notre référence. Une chose qui est vraiment importante, c'est de descendre le volume de notre référence parce que notre référence, elle est masterisée et elle est finalisée. Et nous, quand on débute notre travail de mix, si je fais jouer justement ma pièce là, sur laquelle je n'ai pas de limiteur, voyez, mes pics sont à peu près à moins 10. Fait que je vais être au moins de 10 à 12 dB, si c'est pas plus, moins fort que ma piste de référence, qui elle est masterisée, est écrasée. Faut qu'on descend le volume, et puis là, ben, durant notre travail de mix, puis là, je ne fais pas jouer fort parce que c'est pas important vraiment qu'on l'entende bien, mais on va écouter notre mix, et on va passer à notre piste de référence. Et puis, ça va pouvoir me donner une idée à savoir, est-ce que mon mix est assez clair? Est-ce qu'il y a assez de basses? C'est sûr que là, on n'est pas finalisé, mais le plus possible, on peut se rapprocher d'un mix masterisé en termes de sonorité, de balance dans les basses, dans les mids, dans les hautes, de volume de la voix, etc. Le plus possible, on peut se rapprocher d'un résultat final à même la session de mix. Le plus facile va être notre travail après ça de mastering puis de finalisation. Parce qu'un bon master commence tout simplement par un bon mix. Alors encore une fois, en cours de route, on prend le temps de comparer. Une fois qu'on est quand même assez satisfait de notre mix, moi, c'est là que je vais commencer généralement à compresser mon mix boss, à l'égaliser. Là, on va ouvrir justement notre limiteur pour vraiment avoir un mix qui va être écrasé en dynamique, qui va vraiment... C'est là qu'on va prendre le temps de, si on veut, faire un mastering à même la session de mix. Et là, on peut remonter notre référence. Mais là, je vais vous donner quand même juste une indication. C'est important de toujours vérifier le volume de votre référence. Parce que si votre référence a été masterisée dans les années 90 ou au début des années 2000, par exemple, début des années 2000, c'est là que le Loudness War était au pic. On avait des fois des mix qui étaient super écrasés. Et de nos jours, avec la Loudness Normalization des services de streaming, ce n'est pas utile de faire des masters qui sont aussi forts que v'là une quinzaine d'années. Ça, d'ailleurs, j'ai des vidéos sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais vous mettre des liens dans la description pour vous parler justement du mastering pour les services de streaming et de la question aussi du Loudness War qui fait encore un peu rage aujourd'hui, mais moins. Fait que bref, c'est important de garder en tête que si votre référence est par exemple à moins 6 LUFS de volume, ben baissez-la quand même en volume. Ne comparez pas votre mix à ce volume final-là parce que c'est inutile de complètement écraser comme on le faisait v'là 15-20 ans. Là, on va essayer d'éviter généralement ce genre de choses-là. Comme là, moi, vous voyez ma référence qui est mon mix de l'album. Là, je suis présentement à moins 11 dans certains passages. On n'est pas vraiment dans des mix ultra loud. Et vous pouvez aussi, hein, si jamais votre référence est trop loud, vous pouvez directement sur le segment audio descendre des fois un petit peu le volume comme ça jusqu'à temps que vous ayez un volume LKFS, LUFS, entre guillemets normal,
d'environ, je sais pas moi, moins 10, moins 12 LUFS. Fait que vous pouvez le replacer justement comme ça pour que ça fonctionne bien. Et puis là, ben à ce moment-là, si vous faites ça, ben vous remettez votre fader à 0. Et puis là, lorsqu'on finalise un mix, puis là, je vais vous donner quelques petits trucs qui peuvent être utiles. Ouvrez, par exemple, un EQ sur votre piste de référence. Puis prenez le temps, disons, de mettre un high cut. Puis là, ben, on va mettre en solo notre référence. Et puis là, on va regarder, disons, tout ce qui est en bas de 100 Hz. Fait que là, on peut écouter la balance dans les basses, l'énergie qu'on va avoir dans les basses fréquences, la dynamique des fois du kick. Ça peut nous donner des fois des indicatifs intéressants. Et vous pouvez faire la même chose après ça, même sur votre propre mix, hein, de prendre cet EQ-là, de le mettre sur votre mix et de revenir à votre mix pour voir, OK, c'est quoi l'énergie que j'ai dans les basses? C'est quoi la dynamique que j'ai dans les basses fréquences? Ça vous permet des fois de juste vraiment vous focaliser sur certains éléments du spectre. Puis là, je vous parle des basses fréquences parce que c'est une des choses, je pense, qui est les plus difficiles, c'est d'avoir du low-end qui fonctionne bien, qui passe bien dans un mix. Pour ça, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui font affaire avec moi pour le mastering, même s'ils ont de l'expérience en mix, parce que ce n'est pas facile d'avoir un low-end qui a la bonne dynamique, la bonne présence. Mais là, de faire ça, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et vous pouvez faire ça par la suite avec plusieurs autres bandes de fréquences. Vous pouvez aller chercher, par exemple, uniquement les mids en mettant justement un low cut en high cut pour vraiment voir, OK, comment vont passer les mids dans des systèmes qui ont justement pas beaucoup de hautes et de basses, comment va ressortir la voix. Vous pouvez faire la même chose aussi avec les hautes fréquences. Vous pouvez vraiment vous focaliser sur certaines bases de fréquences comme ça. Puis évidemment, toujours important de tout simplement ramener la piste stéréo et de comparer votre master en termes de dynamique et de balance de fréquence comme ça lorsque vous finalisez. Et puis lorsqu'on finalise comme ça, hein, à place des fois de, évidemment, vous pouvez revenir sur les éléments individuels comme votre kick, votre voix, un clavier ou une basse, etc. Moi, personnellement, c'est vraiment là que je vais travailler mes sous-groupes. Si jamais justement ma section rythmique manque d'intensité, je vais mettre un compresseur sur le boss stéréo de ma batterie. Je vais ouvrir un EQ, puis je vais tout remonter les hautes fréquences si jamais je suis juste trop sombre, c'est trop dark en général. À la place de revenir sur les éléments individuels, on prend un peu de recul, puis on travaille au niveau des sous-groupes. Ça nous évite de nous perdre des fois dans les méandres du micro-détail. Et puis là, on vient juste recalibrer justement, soit dans les basses, soit dans les hautes, notre section rythmique. Puis là, on fait la même chose pour les différents éléments. Si par exemple, sur ma voix, je manque de présence, je viens ouvrir un EQ, comme j'ai ici. Puis là, vous voyez, j'ai un petit point 8 dB à 250. Là, je l'ai appliqué sur l'ensemble des voix. Puis c'est là aussi qu'on peut mettre des éléments comme de la saturation, de la distorsion harmonique, des éléments comme des enhancers, comme le Sonox, qui peuvent nous aider à faire ressortir différents éléments. Et puis, ça nous permet de recalibrer notre mix pour que ça matche avec notre référence. Puis, une fois que c'est fait, il n'y a pas de gros secret. Hein. On exporte notre mix, on l'écoute sur différents supports, les écouteurs, des haut-parleurs de basse qualité, des enceintes Bluetooth mono, la voiture, puis on revient dans le mix, puis on corrige. Puis, si jamais votre référence aussi n'est pas parfaitement adaptée, vous pouvez utiliser différentes références. Moi, ça m'arrive souvent d'utiliser des références qui sont assez différentes dans une session pour justement avoir des fois différents points de vue pour recalibrer mon mix. Évidemment, encore une fois, c'est important que la référence soit cohérente avec le style musical dans lequel vous êtes. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on va utiliser une piste de référence. Si vous prenez le temps de faire ça, je peux vous garantir que vos mix vont vraiment beaucoup gagner en qualité. Puis des fois, ça peut être frustrant parce que des fois, nos mix, surtout lorsqu'on débute là, en mixage, des fois, nos mix vont être vraiment très loin, puis on ne sait pas trop quoi changer, mais fiez-vous à votre instinct, puis vaut mieux avoir, à mon avis, l'heure juste d'avoir un reality check que de rester dans notre bulle, puis de jamais prendre le temps de comparer ou que là, vous allez jamais vous améliorer. Fait que voilà les amis, si jamais vous avez des questions sur l'ensemble du processus, si jamais il y a des éléments qui sont pas clairs, écrivez-moi ça dans la section commentaires, ça va me faire un grand plaisir de vous d'éclairer vos lanternes. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo
vidéo. Et puis, venez commenter aussi dans les commentaires. Venez commenter dans les commentaires. Venez me dire dans les commentaires si jamais vous avez jamais fait ça et que vous le faites. Venez me dire dans les commentaires si ça a été utile, ça vous a permis d'améliorer vos mix. Je serais curieux de le savoir. Abonnez-vous évidemment, encore une fois, à ma chaîne YouTube. Et c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.